Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. C'est dimanche de Pâques, mais nous sommes jamais en vacances, hein. Nous ne sommes pas en vacances parce que nous sommes dans une urgence. Nous sommes dans une demande. Et ça brûle, on ne peut pas dormir. Donc, quand ça brûle, quand ça chauffe, on ne peut pas dormir, on ne peut pas se reposer, on ne peut pas prendre des vacances. Alors nous ne sommes pas en vacances, nous sommes toujours en train d'aller chercher l'information. Notre peuple doit être informé de tout ce qui se passe pour connaître pourquoi ou pour rejoindre cette lutte. Tous les Africains et tout le reste du monde doivent s'impliquer à à la situation que nous courons actuellement. Je veux vous passer une vidéo qui relate les vérités et les raisons pour lesquelles il y a la guerre aujourd'hui, la guerre de l'Ukraine. Écoutez cette vidéo avec attention, écoutez la vidéo attentivement. Les politicards que nous avons, qui nous donnent, qui font la loi, qui donnent la loi, qui nous font croire, il faut faire valoir la loi, mais c'est eux-mêmes des bandits, c'est eux-mêmes des criminels, c'est eux-mêmes des sauvages. D'ailleurs, aujourd'hui, avec, avec l'insistance, la persistance du reste du monde, nous commençons à voir qu'eux-mêmes viennent avouer, ils sont en train de venir avouer d'eux-mêmes, ça sort de leur propre bouche, ça sort de leur propre raisonnement qui sont des barbares, qui sont des sauvages, qui sont des brutaux, ce sont des peuples méchants, ce sont des organismes, ce sont des gouvernements méchants. Donc aujourd'hui, nous savons qui a détruit le reste du monde. Pour, euh, euh, c'est même pour ça que nous avons vu, malgré ils ont des bases militaires. Nous comprenons d'ailleurs aujourd'hui pourquoi il y a des bases militaires des Occidentaux dans les, dans les pays des autres. Pourquoi? C'est parce que ils ont ils ont des plans machiavéliques derrière ces installations des bases militaires, prêts à attaquer, prêts à intimider, à menacer, prêt à punir le reste le reste du monde. C'est pour ça que vous pouvez comprendre depuis ce que nous vivons aujourd'hui, ça a été un plan depuis longtemps, depuis nos ancêtres, depuis ils ont divisé l'Afrique, depuis qu'ils ont eu leur conférence de Berlin, qui était plus la conférence des Congo. C'était pour bien maîtriser, bien canaliser, gagner du temps pour anéantir le peuple la race la plus ancienne de la planète, cette race noire. Alors, mes chers compatriotes, mes chers matriotes, ma chère famille Congo, ma famille africaine, aujourd'hui, nous continuons toujours dans cette lutte de connaître la vérité. Comme ça, nous allons laisser une vraie histoire à nos enfants, à nos, euh, à, euh, à nos enfants, à des générations futures. Parce que de notre génération, nous connaissons un peu, nous avons pu faire la différence euh, entre le temps d'avant et le temps d'aujourd'hui, parce qu'entre-temps, il y a eu l'étouffement de l'histoire. Mais aujourd'hui, nous allons rappeler à cette génération à qui on a privé de connaître, de faire la comparaison, de voir le pour et le contre, de faire la différence entre le bon et le mauvais, à qui on a exposé à une logique unique qui fait que ces enfants de certaines générations, surtout de la génération de, de la génération des 90 où a explosé que les Occidentaux ne se sont pas cachés à pouvoir nous imposer à des litiges entre nous, à pouvoir imposer les dictateurs à mater, à qui ils ont passé le flambeau, à qui ils ont passé le bâton
pour qu'ils puissent maîtriser, menacer, intimider, tenir leur peuple sous le seuil de l'otage, de tenir leur peuple sous le seuil de la domination, de commettre des crimes et des génocides pour que les peuples ne se lèvent pas. Tout ça là pour les intérêts, pour protéger les intérêts de ces Occidentaux. D'où vous allez voir qu'il y a des présidents en Afrique qui sont restés pendant 40 ans au pouvoir en, en, en assassinant, en tuant, en commettant des crimes les crimes de la société, de leur peuple, les crimes contre l'humanité, mais ils sont intouchables, ils sont impunis. D'où je citerai le nom de Sassou Nguesso, je citerai le nom de Paul Biya, parce qu'on ne peut jamais rester au pouvoir pendant plus de 40 ans sans pourtant qu'il y ait eu des crimes, sans pourtant qu'il y ait eu des assassinats. Si un président reste aussi longtemps, brade les lois de la démocratie, ça veut dire que cet individu, ce président, s'est positionné à ce poste de président en tuant par la force. Et quand on parle de la force, on parle des actes de barbarie, des actes de sauvagerie, des actes de criminels, des actes de génocide. Parce que regardez même à quel état, à quel point est Paul Biya, à quel point est Ali Bongo. Ali Bongo, la famille de Ali Bongo sont au pouvoir depuis une demi-décennie. Comment oui, une demi-décennie. Non, 1000 ans, 1000 ans, ça fait quoi? Une décennie, c'est 10 ans. Et ils sont là pendant 5 décennies. Donc voilà, et on ne connaît pas d'autres histoires du Gabon que de Ali Bongo. Moi, personnellement, je n'ai pas connu une autre histoire que l'histoire de Omar Bongo et aujourd'hui son fils. Et c'est ça qu'on veut nous imposer aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Donc, la génération la génération des années 70 ou des années 80 n'ont connu que Denis Sassou Nguesso avec ses crimes. Donc, ils n'ont pas d'autre chose ils n'ont pas d'autre chose à comparer. Ils n'ont pas une autre situation à comparer entre la politique de Denis Sassou Nguesso et autres politiques. Donc, pour eux, ils savent que de l'agressivité. Donc, pour obtenir quelque chose, il faut faire la force. Ce n'est pas la bataille des idées, ce n'est pas la bataille de respecter les opinions des autres, mais c'est plutôt la force. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Denis Sassou Nguesso euh, 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 gouverne le peuple congolais avec la force, avec les coups de fusil. Et d'ailleurs, le plan Mouebara le dit, le plan Mouebara est connu de tous les Occidentaux, donc tous les politicards savent le plan Mouebara. Mais comme personne ne l'avait revendiqué, même pas les politiciens, du Congo-Brazzaville, personne n'avait évoqué le plan Mouebara. Aujourd'hui, nous sommes là nous parlons du plan Mouebara parce que le plan Mouebara, c'est ça qui a permis à Denis Sassou Nguesso de se maintenir au pouvoir et de, euh, de, de, de pouvoir mater le peuple congolais, de pouvoir tuer le peuple congolais, intimider le peuple congolais, laisser le peuple congolais vivre dans l'humiliation, humilier le peuple congolais. Et ce plan Mouebara consistait à exterminer les peuples congolais. Mais nous n'allons pas permettre cela. C'est pour ça, d'où nous invitons tous les Congos du monde entier, tous ensemble pour combattre l'ennemi qui a été placé, l'ennemi qui a été désigné par les Occidentaux pour nous exterminer. Mais avant cela, je veux vous passer cette vidéo qui parle de la vérité, qui parle de la politique de ces Occidentaux pour détruire le monde.
En fait, ils ne sont pas là à détruire seulement l'Afrique, mais ils veulent détruire le monde ils veulent dominer le monde, ils veulent régner en maître de cette planète, en intimidant, en tuant, en, en commettant des actes de barbarie. Et aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui le reconnaissent. Alors, sans plus tarder, écoutez cette vidéo avec attention. Cela dure 12 minutes 8 secondes. Écoutez. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis très heureux de te voir, cher François. Comment vas-tu, mon ami? Bonjour, Petro. Je vais bien mieux que, hélas, la situation en Ukraine. Je suis bien sûr tout ce que vous faites sur place et je suis heureux de pouvoir m'entretenir avec toi de la situation. Au fait, comment va-t-il, mon ordre de la liberté? J'espère que tu le portes. Oui, je le porte et je suis fier de le porter dans le contexte que nous connaissons. Mon soutien à l'Ukraine est total et je fais en sorte, partout où je peux m'exprimer, de demander que l'Ukraine puisse disposer des armements qui lui sont nécessaires. À ma connaissance, tu as rencontré Emmanuel récemment. Qu'est-ce qu'il dit à propos de l'Ukraine? Qu'est-ce qu'il en pense dans l'ensemble? Emmanuel Macron a été longtemps dans l'idée qu'il pouvait jouer un rôle pour une négociation entre l'Ukraine et la Russie. Je pense qu'aujourd'hui, il a pris conscience que cette position-là était intenable. Deuxièmement, il a dit qu'il était prêt à fournir des armements, que l'Ukraine en consommait beaucoup, mais qu'il était important de lui en fournir et que nous sommes sans doute dans une guerre longue. Il a aussi convenu que Poutine en ce moment ne pouvait pas être un interlocuteur. Oui, je sais que l'artillerie, les chars, mais en ce qui concerne les chasseurs, je sais que la Grande-Bretagne veut déjà fournir des avions. Pour toi, est-ce que Macron va nous fournir des F-16 que nous demandons et des armes à longue portée? Je pense que l'intérêt de l'Ukraine est de recevoir des armes qui peuvent être utilisées dans un délai rapide et ne pas se focaliser sur des armes qui exigent des temps d'entraînement. I feel like I'm forgetting something. What's your air filters? You gotta change them every 3 months. That's it. De formation ou des pièces de rechange compliquées. Donc tout ce qui peut être un matériel immédiatement disponible pour résister à l'offensive russe, c'est ça qu'il faut demander aussi bien au Premier ministre britannique qu'aux pays européens. Et de les livrer massivement et pas simplement au compte-gouttes. Et plus la demande est sur des chars lourds ou des avions extrêmement sophistiqués comme les Rafales, plus la livraison risque d'être limitée en nombre. Ah, mais en fait, je pense que tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, ce n'est pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est la guerre entre le monde occidental et le monde russe. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que de l'issue de la guerre en Ukraine va dépendre un nouvel équilibre du monde. Si l'Ukraine gagne, ce que je souhaite de tout mon cœur, il y aura nécessairement pour les régimes autoritaires un coup d'arrêt. Vous entendez ça? Si l'Ukraine gagne, donc eux, ils ne veulent pas de la négociation. Pour eux, ils ne veulent pas de la négociation. Ils veulent absolument que l'Ukraine gagne. Pour quelle raison ils veulent que l'Ukraine gagne? Parce que cette guerre, c'est pas la guerre de l'Ukraine. C'est la guerre des Occidentaux contre la Russie. Ils veulent anéantir la Russie pour intimider les autres peuples, pour intimider les autres nations, comme la Russie, comme la Chine, la Turquie, l'Iran, ceux qui sont les détenteurs de l'arme nucléaire. Leur problème, c'est ça, ils veulent anéantir les autres, ils veulent faire la peur, ils veulent que les autres peuples, parce qu'une fois qu'ils ont anéanti la Russie, qui est aussi fort en termes de défense, et les autres peuples vont reculer. Donc, peuples du monde, nous sommes en guerre
cette guerre nous a été imposée par les Occidentaux. Ils ont poussé Poutine à arriver à ce point. Alors nous allons suivre. J'aime pas trop couper quand il parle, mais quand je vous montre des vidéos, mais de temps en temps, on doit s'arrêter pour essayer de donner un peu de notre opinion et faire notre analyse avant que ces idées-là nous quittent, avant que les idées-là nous sortent. Donc, on vient là pour analyser ceci. Alors, on va continuer. Vis-à-vis de Taïwan que pour d'autres pays qui sont tentés, comme l'Iran, d'aller plus loin. Ou même la Turquie, même si la Turquie aujourd'hui est dans une autre situation. Vous entendez ça, hein? Donc, il est très important que la victoire revienne à l'Ukraine, non pas simplement parce que ce seraient des territoires que l'Ukraine reprendrait, qui lui appartiennent. C'est pour ça que la demande des Ukrainiens sur le plan militaire ne peut pas être simplement pour gagner quelques kilomètres carrés. Il faut vraiment que ce soit une offensive qui permette d'infliger à Poutine une vraie défaite. Mais dans ce cas-là, tu es d'accord qu'aujourd'hui la France, comme l'Union européenne, elle participe également à cette guerre, bien qu'à leur propre niveau. Oui, ils ne veulent pas être belligérants au sens où la Russie pourrait prendre prétexte de leur soutien pour agir sur un pays européen voisin et entraîner le monde dans une guerre qui irait au-delà de l'Ukraine. Mais sans être belligérants, ils sont, comme tu l'as dit, participants. Mais nous, en fait, comme tu le comprends, actuellement, l'Ukraine mène cette lutte pour l'ensemble de l'Union européenne. Oui, je partage ce point de vue. C'est pour ça que les demandes ukrainiennes à l'Union européenne doivent être fortes, sérieuses et suffisamment ciblées pour aider au maximum l'Ukraine. Il y a l'aspect politique, c'est un point important, donc ce dont vous avez besoin, ce sont les avions F-16, ce sont des avions américains, et la formation des pilotes peut être assurée par d'autres que les Américains, puisqu'il y a des pays qui utilisent les F-16. Et une autre question qui me préoccupe. Penses-tu que l'Europe va tenir le coup? À quel point elle va résister? L'Europe a été très durement touchée, notamment par les sanctions anti-russes. Les tarifs en Europe, comme me le disent mes amis, mes nombreux amis, ont augmenté. L'inflation a également augmenté à présent. Et l'Europe sera-t-elle en mesure de faire la guerre à la Russie sur le plan économique maintenant? Dans quelle mesure elle va tenir? Oui, cette question, je me la suis posée au début du conflit quand les prix du gaz et de l'énergie ont flambé en Europe. Ça, c'est vrai. Et peut-être que ce n'est pas utile de faire une réforme des retraites en ce moment quand il y a une guerre aux portes de l'Europe qui devrait nous mobiliser. Mais comme tu l'as dit, je ne suis plus au pouvoir et donc s'il n'avait tenu qu'à moi, il n'y aurait que le sujet de notre propre sécurité, de celle de l'Ukraine et de la lutte contre l'inflation qui aurait été posée. Et les médias font leur travail en France et il y a encore beaucoup de sujets d'actualité qui portent sur l'Ukraine dans les journaux télévisés. Mais j'ai une autre question, probablement la principale. Il est maintenant question d'un accord de paix. Monsieur Macron dit que nous devrions nous asseoir à la table des négociations. Le chancelier Scholz en parle également. Les États-Unis sont bien sûr contre. La question est donc, qu'est-ce que nous devons faire? Devons-nous nous asseoir à la table des négociations maintenant? Aujourd'hui, une négociation avec Poutine aboutirait au statu quo. Donc, tant que l'Ukraine veut poursuivre le combat, tant que l'Ukraine se met en situation de faire reculer les Russes, il ne peut pas y avoir de négociation. Ça veut dire, cher François, tu penses que nous devrions les expulser de la Crimée et du Donbass, et ensuite seulement parler de paix. Oui, parce que je ne vois pas que dans une négociation, Poutine pourrait accepter en termes de retrait de ses forces du Donbass et a fortiori de la Crimée. Donc toute la question, c'est de savoir si l'Ukraine, avec les aides qui peuvent lui être apportées, a les moyens militaires de faire reculer Poutine. Si elle ne les a pas, ces moyens militaires, alors oui, la négociation est nécessaire, mais nous devons nous battre jusqu'au dernier Ukrainien, je pense. Il n'y a pas de négociation et il ne faut pas que les leaders européens évoquent le mot négociation tant que vous êtes dans cet état d'esprit et tant que vous avez la capacité de vous battre jusqu'au dernier.
À propos des pourparlers de paix, je vais être honnête maintenant en ce moment. Les accords de Minsk étaient à l'origine désavantageux pour l'Ukraine, malheureusement. Bien sûr, nous n'aurions pas dû accepter les plans de Poutine de négocier avec les séparatistes. C'est notre faute. À Minsk, comme tu t'en souviens, nous n'étions pas autorisés à dormir ou à manger. Et nous avons signé ces accords. C'était une torture. Et toi-même, tu te rappelles, tu me persuadais de les signer et Angela disait aussi que ce serait mieux. Eh bien, on peut voir où ça nous a emmenés. Oui, même si dans les accords de Minsk, il y avait l'affirmation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et du contrôle de la frontière qui devait être rétabli. Mais tu as raison, nous nous sommes enlisés après Minsk. C'est la faute, hélas, de l'absence de pression suffisante du camp européen sur Poutine pour qu'il puisse y avoir le retour à l'intégrité territoriale et la fin du séparatisme. Et puis, il y avait les difficultés propres à l'Ukraine, que tu as connues, d'une difficulté d'avoir une majorité sur un certain nombre de textes. Et ça, je pense que ça a aussi été utilisé par Poutine, alors que l'Ukraine n'était pas responsable. Oui, mais si tu t'en souviens, il fallait d'abord parler aux séparatistes, se mettre d'accord sur des élections, puis organiser les élections, et enfin reprendre la frontière. Nous aurions dû insister pour que nous reprenions la frontière d'abord, et ensuite organisions les élections. Malheureusement, on a eu tort sur ce point, et Poutine en a profité. Bon, alors donc, la solution pour l'instant, elle est militaire, elle n'est pas diplomatique. Eh bien, moi je pense que tu es d'accord avec moi. Quand nous avons signé les accords de Minsk, nous savions que la guerre était inévitable, mais nous avons eu besoin de nous préparer pendant toutes ces années, de renforcer notre armée afin d'être prêts à cette guerre. Et les accords de Minsk nous ont donné du temps pour équiper l'armée, et Angela Merkel l'a déclaré récemment. Oui, elle a eu raison de le dire, parce que il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Et c'est pour ça qu'il faut défendre la négociation de Minsk, dans laquelle tu as joué un rôle très important. Il faut la défendre parce que c'est précisément pendant ces 7 ans qu'il y a eu pour l'Ukraine des moyens de se renforcer. Et c'est là que Poutine s'est trompé, c'est qu'il a sous-estimé la capacité des Ukrainiens et leur résistance. Moi-même, j'aurais sans doute à venir en Ukraine un moment ou un autre, mais pour l'instant, je pense que c'est à vous de faire en sorte de nous défendre, parce que c'est vous qui nous défendez aujourd'hui. Je vais juste, excuse-moi François, juste aborder quelques autres brefs sujets. Je peux dire que la seule chose où nous avons réussi à dépasser Poutine, à part les accords de Minsk, c'est l'année 2013, lorsque nous avons réussi à chasser Yanukovych et à faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Vous avez entendu ça? Ils ont réussi à chasser. Oui, je pense que tu as joué un rôle très important à ce moment-là. Je me souviens encore quand tu es venu à l'Élysée avec Bernard-Henri Lévy et que tu étais accompagné par Klitschko. Et c'était au tout début du processus. Et si vous n'aviez pas été là, il n'y aurait pas eu Biden, il n'y aurait pas eu la victoire que vous avez obtenue en chassant Yanukovych. Donc ce rôle historique qui était le tien est très important à rappeler. Très bien, Président. Merci pour cette conversation. Je te souhaite le meilleur. Reste en contact et bien sûr, je t'attends à Kiev. C'est plus ou moins sûr là-bas maintenant. Ben, écoute, ce sera avec plaisir que je me rendrai auprès de toi et auprès des autorités ukrainiennes pour vous témoigner de mon amitié et avec toi de mon meilleur souvenir de tout ce que nous avons fait ensemble. Merci, Métro, et à bientôt à Kiev et j'espère un jour à Paris. Au revoir. Afrique Média. Bon, mes amis, avec ce que vous avez entendu, qui est l'agresseur? Hein? Avec ce que vous avez entendu, qui est l'agresseur? Vous avez vu, nous avons, depuis que cette guerre a commencé, Maman Olga, elle vous a parlé des accords de Minsk,
les accords de Minsk. Je revenais sur les accords de Minsk. Je n'ai jamais évoqué la guerre de l'Ukraine sans pourtant parler des accords de Minsk. Voilà que la vérité sort. Eux-mêmes, ils commencent à reconnaître qu'ils n'ont pas respecté les accords de Minsk. Ils ont, d'ailleurs, ces accords de Minsk, c'était pour eux de leur permettre aux Occidentaux de gagner du temps pour envahir, pour attaquer la Russie. Poutine n'a fait que anticiper leur plan. Donc, ça veut dire que Poutine a déjoué leur plan. Poutine a gagné du temps. Poutine, eux, comme ils avaient prévu d'attaquer Poutine, et Poutine les attaquait avant que eux ils soient bien installés, bien confortables pour attaquer la Russie. Chers compatriotes, ce qui se passe en Russie, c'est ce qui se passe en RDC. Ils sont en train de gagner du temps et gagner du terrain pour s'accaparer de l'Afrique. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'Afrique, le Congo, l'Afrique centrale, vu qu'ils ont perdu l'Afrique, ils ont perdu une partie de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, leur concentration se trouve sur l'Afrique centrale. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique centrale, les Russes, l'Afrique centrale ne dote pas encore des forces militaires ou des aides militaires venant de l'extérieur, d'où nous sommes en train de parler à Félix. Nous ne savons pas à quoi s'attend Félix pour sauver la RDC. Félix est le virus contagieux, est la bactérie ou le virus contagieux pour les Africains, pour l'Afrique centrale. Si nous, on se met pas, si on ne fait pas attention ou on ne se met pas d'accord à mettre Félix hors l'état de nuire, Félix va mettre l'Afrique en feu pour son intérêt, pour son honneur d'être président. Donc nous, les Africains, nous devons faire très, très attention. Nous devons canaliser Félix Tshisekedi. Félix est notre danger. Félix est là où notre danger, le danger des Africains va passer. Donc aujourd'hui, nous devons avoir Félix à l'œil. Les propositions, Félix est en train de vendre les territoires de son pays, est en train de vendre les régions de son pays, les régions où sont les poumons des ressources naturelles, où sortent les sources minières du pays, où se trouve l'économie du pays. Félix est en train de brader ça, mais c'est ce que Poutine ne veut pas de son pays. Poutine est en train de se battre parce que vous avez entendu François Hollande lui-même dire qu'ils ont chassé le président, l'ancien président de l'Ukraine pour placer. Donc, ils ont placé Zelensky au pouvoir pour leur permettre d'avancer, pour leur permettre de s'installer facilement en Ukraine pour attaquer la Russie. Comme aujourd'hui nous sommes en train de voir, ils sont en train de faire la même chose en Afrique en utilisant Kagame pour gagner des terrains, pour gagner le territoire et gagner du temps, affaiblir le reste des peuples pour qu'ils puissent gagner, s'accaparer de nos territoires, peuples africains. Je vous ai dit dès le départ que on était en danger. L'Afrique était en danger. Et que cette guerre-là, les Européens se sont mis ensemble. Vous voyez bien que d'après les dires de François Hollande, ils se sont mis d'accord, c'est quelque chose, c'est pour ça qu'ils avaient travaillé les Européens doivent être ensemble, c'était pour former une institution forte, c'était pour former une unité, comme ça, ils devaient aller attaquer, pas individuellement, mais aller attaquer en groupe.
Parce qu'aujourd'hui, si l'Union européenne, s'ils n'avaient pas formé l'Union européenne, aujourd'hui, il y aurait peut-être d'autres pays qui seraient hors cette guerre, qui n'allaient pas accepter, parce qu'il y a aussi beaucoup de pays qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe en Ukraine. Mais le fait qu'ils sont dans une unité, ils sont dans cette unité, l'Union européenne, ils peuvent que suivre parce qu'ils ont des accords qu'ils avaient signés où si un pays est d'accord ou bien la majorité des pays sont d'accord, le reste qui sont dans cette union doivent suivre. Donc, c'était un plan que les Américains avaient travaillé depuis longtemps. Donc, les Américains ont mené les Européens à se mettre ensemble, d'où si eux, les Américains, prennent des décisions et que la majorité des pays européens sont d'accord avec l'idée des Américains, alors le reste de l'Europe est obligé de faire la volonté, de satisfaire la volonté des Américains. Donc, dans tout ça, là, ce que nous avons entendu, on ne peut plus se douter qui a agressé l'autre. Ceux qui ont agressé, qui ont commencé à agresser la Russie depuis des années, c'est les Européens. Hollande vient de le dire. Il y a Bernard Lévy, d'où vous avez vu quand il y a eu cette guerre, quand la guerre a commencé, la personne qui est venue avec des paroles, euh, avec des discours très fortes, des discours de haine, des discours d'assassinat, des discours des criminels, c'était Bernard Henri Lévy, qui toujours, il est toujours dans des combines de tous les pays où il y a des guerres. Donc, selon ma façon de voir les choses, Bernard Lévy est dans la combine gagne son intérêt quand il y a des guerres. Donc, Bernard Lévy est actionnaire des compagnies qui fabriquent des armes de guerre. Donc, plus il y a des guerres, plus il y a des guerres, il y a des morts, il y a des destructions quelque part, Bernard Lévy s'enrichit. Donc aujourd'hui, quand vous êtes en train de voir cette guerre-là, ça fait qu'enrichir ceux qui, les, 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 les manufactures, des constructions, du matériel de guerre. D'ailleurs, nous l'avons vu. Il y avait un reportage de la société d'une société en France, d'une compagnie en France qui fabrique les obus et qu'ils étaient vraiment en demande, les demandes ont été explosées. Donc, pour eux, ils vont aller dans le sens où la guerre puisse durer. Alors, mes chers compatriotes, nous ne pouvons plus douter de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Le monde occidental, c'est un monde de voyous, un monde de gangsters, ce sont des criminels, ce sont des génocidaires. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, ce sont eux qui sont en train de détruire la planète parce qu'ils veulent régner en maître. Ils veulent, d'ailleurs, ils nous parlent de la démocratie. La démocratie n'existe pas. Nous sommes en train de le voir. Où est la démocratie? Si seulement il y avait cette démocratie, nous ne serons pas on n'allait pas vivre cette guerre. On n'allait pas vivre cette guerre. Mais comme ils veulent régner en maître, ils veulent dominer le reste. Alors quand vous n'allez pas dans leur direction, vous n'acceptez pas leur opinion, vous êtes contre leur opinion, contre leur avis, alors ils vous dictent leur mode de vie et leur comportement. Donc ça veut dire que c'est eux ou non, ou vous les suivez ou vous ne les suivez pas. Donc quand vous ne les suivez pas, ils vous bottent, ils vous matent,
Ils vous imposent. Donc, la dictature, c'est l'imposition. La dictature, c'est la loi du plus fort. C'est ceux qui sont forts. Et nous sommes en train de vivre ça en Afrique, où eux, ils arment les présidents, les dictateurs, pour nous maintenir sous le seuil de la domination, pour nous maintenir dans l'intimidation, dans la pauvreté. Et à ce moment-là, ils sont libres. Personne ne va leur faire la guerre, personne ne va les contrer dans leur mafia qu'ils font dans le reste du monde. Chers compatriotes, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants si nous laissons les politiques comme ça avancer dans les plans mafieux qu'ils ont? Denis Sassou Nguesso a fait le plan Mouebara. Et le plan Mouebara, les Occidentaux le savent parce que c'est sur papier. Mais les Occidentaux n'ont jamais évoqué ce plan Mouebara. Le plan Mouebara est la même chose, est même pire que le plan que les Occidentaux avaient contre la Russie. Le plan, la situation de la RDC est pire parce que cette situation dure depuis 1997. Depuis 1997 que le génocidaire Kagame, que les Occidentaux utilisent Kagame pour dominer le reste de l'Afrique centrale. Comment pouvez-vous comprendre un petit pays comme le Rwanda, sans richesse, dont la population est quand même faible, peuvent menacer un grand pays comme la RDC avec toutes les richesses. Donc, mes chers compatriotes, si vous regardez cette interview avec attention, vous allez comprendre que ces Occidentaux, ce que Sarkozy venait de dire, que les Européens, les Occidentaux, c'était un peuple sauvage, brutal. Non, pas un peuple, ce sont des gouvernements, comment il a dit ça? C'était des gouvernements, des barbares, des sauvages, des brutaux. Donc, ce sont des criminels. Ils se sont arrangés à faire des lois qui les protègent, à faire des lois qu'eux-mêmes ils ne respectent pas. Parce que quand tu nous parles des lois contre comment on appelle ça, le droit, right of humanity, c'est-à-dire les droits pour protéger les crimes contre l'humanité. Mais c'est eux-mêmes qui sont à l'origine des crimes de l'humanité. Donc, moi, je pense que cette vidéo de Hollande révèle plus que le mensonge sur les accords de Minsk. Vous allez regarder à 12 minutes 50. Non, si la vidéo dure... Non, enfin, je ne sais plus à quelle minute je l'ai noté, mais je me suis trompée. À un moment donné de cette vidéo, Hollande nous dit Hollande nous dit la vérité, nous relate les accords de Minsk. Et il dit à l'interlocuteur c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, donc grâce à cet interlocuteur-là, donc à un journaliste, que quand vous êtes venu à l'Élysée avec Klitschko, le boxeur aujourd'hui maire de Kiev, donc vous voyez maintenant, même quand on nous parle de la démocratie, des élections, c'est des choses qui se jouent déjà dans les bureaux.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec notre sœur Nathalie Yomb, qui demande au gouvernement russe de nous relater les, les secrets ou les secrets de la conférence de Berlin. Parce qu'il y a eu des choses qui se sont dites à la conférence de Berlin, d'où il y a que, on ne nous a pas ouvert les archives, d'où on ne connaît pas ce qui était dit à cette conférence de Berlin. Les seuls qui peuvent nous parler de cette complicité où les Russes avaient assisté, ils étaient à cette conférence, mais ils n'ont pas participé à la répartition, à la division de l'Afrique. Donc, ceux qui peuvent nous donner, qui peuvent nous ramener aujourd'hui ce qui avait été dit à cette conférence, c'est les Russes. D'où aujourd'hui, nous allons demander aux Russes d'ouvrir les archives pour nous dire la vérité. Quel était le plan? Qu'est-ce qui avait été discuté? Quels étaient les accords qui avaient été pris contre les Africains? Pourquoi nous sommes dans cette situation? Pourquoi les Européens croient que l'Afrique leur appartient? Pourquoi les Français croient qu'ils sont propriétaires des 14 pays d'Afrique, que ces 14 pays d'Afrique leur appartiennent? C'était quoi les accords? Qu'est-ce qui s'était dit? Donc, nous sommes là, nous demandons aux Russes, parce que jusque-là, les Russes ne nous ont jamais agressés. Jusque-là, les Russes ne nous ont jamais imposé à des guerres. Donc, nous ne pouvons pas comparer la situation des Russes avec ceux qui nous ont qui ont positionné leur base militaire depuis la nuit de temps dans notre continent. Pour quelles raisons ont-ils ont-ils installé leur base militaire? Pour faire quoi? Parce que nous, les Africains, nous n'avons pas des armes. Les armes viennent de chez eux. Mais pourquoi aujourd'hui, nous sommes toujours depuis qu'ils sont installés, ils ont des bases militaires, nous n'avons jamais trouvé la paix. Nous ne vivons pas en paix. Alors, nous voulons que, s'il vous plaît, nous demandons au peuple russe de nous sortir ces accords parce qu'ils étaient présents, ils savent de quoi ils avaient discuté, quel était le plan de criminalité qu'ils avaient évoqué à cette conférence de Berlin. Donc, je vais continuer ce que dit monsieur, parce que ça me fait même mal de les appeler présidents. Ça fait mal de donner des honneurs aux gens qui sont là pour votre mal, qui vous veut du mal. Donc voilà, pour un peu de respect que je dois à ces criminels, à ces individus, des politicards, des politiciens, des Occidentaux. Monsieur Hollande dit ceci: grâce à toi, donc le monsieur qui fait de l'interview avait participé à tout ce qui avait été planifié pour, pour les accords de Minsk à l'Élysée en 2013. Donc voilà que c'est ce que nous vous disons depuis longtemps, que cette guerre a été prévue, les Occidentaux avaient prévu cette guerre depuis longtemps, d'où ils ont utilisé l'Ukraine comme alibi. Alors, c'est grâce à toi, quand vous êtes venu à l'Élysée avec Klitschko, le boxeur aujourd'hui maire de Kiev, accompagné de Bernard-Henri Lévy. C'était le début du processus 2013 le processus 2013. Et sans toi, il n'y aurait pas eu Médan 2014. Et la victoire que vous avez obtenue en chassant, la victoire que vous avez tenue en chassant Yanukovych. Yanukovych, c'était le président de l'Ukraine. Donc,
chassant Yanukovych, implicitement, cela veut dire que c'est à Paris qu'il en forme. Voilà, attends. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, je vais quand même répéter ça. C'est grâce à toi quand vous êtes venu à l'Élysée avec Klitschko, le boxeur aujourd'hui maire de Kiev, accompagné de Bernard-Henri Lévy. C'était le début du processus 2013. Et sans toi, il n'y aurait pas eu Médan 2014 et la victoire que vous avez obtenue en chassant Yanukovych. Donc cela veut dire que ils avaient traité ils avaient euh, commencé, ils avaient commencé à fomenter un putschisme pour renverser le président qui était le président qui était là avant de placer euh, euh, Zelensky. Donc Zelensky a été placé pour faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Comme aujourd'hui ils le font ils le font au Rwanda, ils ont choisi leur agent Kagame avec qui ils fournissent toutes les armes possibles pour détruire le reste des populations de la mission qu'ils ont attribuée à Kagame. D'où c'est de détruire les populations de l'Est de la RDC. Aujourd'hui, cette mission est en train de, de s'étendre jusqu'au Congo-Brazzaville. Nous sommes en train de vous dire, aujourd'hui au Congo-Brazzaville, il y a la base militaire rwandaise, entre parenthèses, la base militaire rwandaise, mais ce n'est pas la base militaire rwandaise, c'est la base militaire de l'OTAN. C'est les Occidentaux qui sont en train de se positionner pour ne pas qu'il y ait d'autres forces de défense ou d'autres forces militaires qui viendront pour protéger les peuples. Alors, peuples africains, nous sommes envahis, nous sommes encerclés, nous sommes balkanisés. Aujourd'hui que nous vous parlons, l'Afrique centrale est balkanisée par les forces de l'OTAN. L'armée rwandaise qui s'est positionnée au Congo-Brazzaville, à Maluku, juste en face de Kinshasa. Parce que vous savez, si la RDC est canalisée, si la RDC est balkanisée, si la RDC est occupée, le reste de l'Afrique centrale est bancal. Le reste de l'Afrique centrale ne pourra rien faire. Parce qu'en Afrique centrale, c'est la population de la RDC qui est plus élevée. Alors, si cette population n'arrive pas à se défendre, dites-nous, le reste de la population de l'Afrique centrale, que pourrons-nous faire? Puisque la majorité des présidents de l'Afrique centrale sont là pour les intérêts de ces Occidentaux. Nous sommes aujourd'hui pris en otage. Nous sommes aujourd'hui pris en otage. Chaque Africain doit se préparer à se défendre. Chaque Africain doit apprendre à résister. Nous devons être tous les soldats de notre protection. On doit être les protecteurs de nous-mêmes. Vous savez que si nous sommes arrivés à ce point, c'est parce qu'on a toujours pensé que les Occidentaux étaient de notre côté. Vous savez, le discours aujourd'hui a changé parce qu'avant, on se disait la communauté internationale a dit, le FMI a dit. Or, c'était les instructions qui étaient contre le développement des peuples, étaient contre l'émancipation des peuples. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que nous sommes en train de découvrir tout cela.
Grâce à quoi? Aux médias que nous avons aujourd'hui. Parce que imaginez-vous, dans le temps qu'on n'avait pas la possibilité, parce que nous autres là, on ne nous invite pas dans leurs médias, parce que nous avons trop de vérité. Nous disons les choses telles que nous les voyons. On ne peut pas nous mettre les choses dans la bouche, on ne peut pas nous dicter les paroles. Moi, on ne peut pas me détourner de la vérité. Il y a des gens qui sont comme ça qu'on ne peut pas détourner de la vérité. Donc nous autres, là, nous sommes des gens de la vérité. C'est pour ça que vous voyez que nous ne sommes jamais invités. Quand vous voyez un opposant, quand vous voyez un résistant qui commence à se faire inviter par les médias que nous avons toujours pensé que c'était les médias indépendants, alors que c'était les médias qui faisaient la propagande de leurs maîtres, qui faisaient la propagande des criminels, des voyous, des États voyous, les États occidentaux voyous, criminels. On a toujours cru en eux. Ceux-là, ces médias-là ne vont jamais nous inviter, nous autres là. D'où vous êtes en train de voir Nathalie Yomb menacée, le professeur Yamsi menacé, Kémy Seba menacé, les autres, beaucoup de résistants, jusqu'à aujourd'hui au Sénégal, comme Macky Sall fait la volonté de ses maîtres de la franc-maçonnerie, et l'opposant Sonko, c'est Ousmane ou Omar Mohamed Sonko, enfin c'est l'opposant aujourd'hui que Macky Sall mène les bâtons dans les roues, accusé de tout, accusé de tous les crimes, alors que ce sont des crimes accusés à tort et à travers. Tout ça là, c'est parce que les Occidentaux, Macky Sall veut violer les règles de la Constitution, comme tout le reste des présidents qui sont là pour la volonté des Occidentaux. Tous ils violent les règles de la Constitution. Bientôt, vous allez voir Ouattara. Sassou Nguesso, on ne va plus en parler parce que lui, c'est le patron de ça. Et comme les Occidentaux savent qu'au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso a bien maîtrisé les peuples africains, les peuples congolais. La milice, l'armée n'existe plus. Il n'existe que la milice de Denis Sassou Nguesso pour intimider les peuples, menacer les peuples. D'où vous voyez que les peuples congolais de Brazzaville ne bougent pas. Parce que personne ne peut rester sans revendiquer ses droits pendant que la personne a faim, pendant que la personne, on lui refuse tous ses droits, pendant que cette personne, on tue ses enfants sont menacés, pendant que cette personne est dépourvue de tout. Les richesses du Congo-Brazzaville aujourd'hui appartiennent à un groupe, appartiennent à une famille. Nos richesses des peuples Congo appartiennent maintenant à une famille, la famille Boshi. Et pendant ce temps, on veut que les Congos aillent négocier. Mais Hollande vient de vous le dire, ils ne vont pas négocier. On ne négocie pas avec les ennemis. Pourquoi ils veulent que nous, les peuples Congo, négocions avec le criminel que nous avons en face de nous? Nous le savons très bien. Denis Sassou Nguesso est le criminel des peuples Congo. Denis Sassou Nguesso, c'est l'élément que les Occidentaux utilisent pour intimider les peuples Congo, pour chasser les peuples Congo, pour génocider les peuples Congo. Alors pourquoi nous allons négocier avec Denis Sassou Nguesso? Récemment, nous avons vu Denis Sassou Nguesso met en jeu 6 milliards 400 millions pour négocier avec certaines diasporas de la place de Paris pour se maintenir au pouvoir. Donc après Denis Sassou Nguesso, il veut faire le glissement de son fils, de passer son fils au pouvoir. Mais cela ne va pas se passer. Quand il y a eu des accords quand il y a eu la conférence de Berlin, les Mboshi n'étaient pas là. Les Occidentaux savent que les Mboshi,
la terre Congo n'appartient pas aux Mbushi. D'où les Occidentaux ont toujours réagi d'aller chercher les étrangers, mettre au pouvoir dans un pays quelconque, qui vont armer pour que cet étranger, sachant qu'il n'est pas sur son territoire, mais il a la force matérielle pour intimider les peuples autochtones, alors ces présidents font le sale boulot pour satisfaire les intérêts des Occidentaux. Vous allez voir que au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas un Congolais. Vous allez voir que aujourd'hui, Kagame, c'est pas un Rwandais. C'est un étranger qu'on a mis à la tête, qu'on a dissimulé depuis longtemps pour faire ce boulot-là. Nous allons prendre des exemples comme ça. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et pour faire comment est-ce que un Kabila, qu'on le veuille ou pas, un Kabila n'est pas le fils de Mosé Kabila. Et même si c'était le fils de Mosé Kabila, il n'a pas eu au Zaïre. Mais regardez comment est-ce qu'il a pu être au pouvoir sans la connaissance de ce pays. Mais c'était pourquoi? C'est pour gagner toujours du temps, comme ils veulent toujours gagner du temps. Alors, mes chers compatriotes, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas rester plus, j'aime plus rester plus qu'une heure du temps dans mes analyses. Nous avons compris tous que aujourd'hui, les accords de Minsk étaient pour permettre aux Occidentaux de gagner du temps pour attaquer la Russie, pour attaquer Poutine. Mais Poutine n'a fait qu'anticiper. Poutine a déjoué le plan des Occidentaux. Les accords de Minsk n'ont jamais été respectés et c'est ça qui a suscité de la colère. Poutine, étant visionnaire comme nous autres là, avait senti le danger. Il s'est dit, si je laisse ces gens-là venir m'attaquer, ça serait comme en Libye, ça serait comme en Irak, ça serait comme en Afghanistan, ça serait comme en Syrie, comme ils ont toujours l'habitude d'aller détruire les pays des autres. Eux, ils ont le droit, mais ce droit-là, eux, ils ont le droit d'attaquer, de commettre les crimes de barbarie, mais les autres n'ont pas le droit de se défendre. Alors je demande à tous les peuples africains, je demande à tout le reste des peuples du monde, nous sommes en danger, nous devons se préparer nous devons être prêts à se défendre. On ne peut plus laisser ces criminels, on ne peut plus laisser ces voyous, ces gangsters de la franc-maçonnerie dans leur loge. Ils ne font que promouvoir des crimes, ils ne font que promouvoir des règles de la barbarie. Alors si nous n'arrêtons pas cela, le reste du monde va disparaître et va rester aux mains de ces criminels, de ces génocidaires, de ces voyous, de ces gangsters. Chers compatriotes, le danger est là. Prenons conscience. Nous sommes en train de venir réveiller vos consciences. Alors, mes chers compatriotes, seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. Engageons-nous. Prenons notre courage en main pour affronter notre ennemi. Notre ennemi est celui aujourd'hui qui est en train d'attaquer la Russie, qui est en train de mener la guerre en Russie. Vous voyez qu'il ne parle pas pour l'intérêt des peuples, il parle pour leurs propres intérêts. Pour eux, dans leur tête, il faut qu'ils puissent éliminer, ils puissent affaiblir la Russie pour que les autres peuples reculent. Sur ce, je vous laisse. C'est la réflexion, c'est mon analyse en écoutant le discours de l'interview du président Hollande. Voilà, aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Ici, c'est Maman Olga, la maman de la Fédération Congo, le 55e pays de l'Afrique centrale, créé pour défendre les peuples Congo qui ont été pourchassés depuis la conférence de Berlin, depuis les accords, la complicité d'éliminer les peuples Congo à la conférence de Berlin. Alors, chers compatriotes, il est de notre droit de se battre
pour résister à cette plan machiavélique des Occidentaux. Vive la Fédération Congo, le peuple gagne toujours. La Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons.